Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce 38e funeste Fred. Alors, petite annexe à notre numéro précédent et encore en fin de numéro, mais voilà, une petite annexe. Un musicien vient de mourir. Un musicien vient de mourir qui fut un précurseur dont la destinée fut singulière et mélancolique. Ignoré du public et traité avec quelque indifférence par ses pairs, il a quitté la vie au moment où l'ingratitude des hommes allait vraisemblablement accomplir son œuvre et lui ménager de cruelles déceptions. Peut-être y a-t-il mis le meilleur de lui-même, quelque chose de lui qu'il ne nous avait pas encore donné. Le Figaro, au décès d'Éric Satie. Alors oui, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Vous avez tout de même, oui, dit sans prétention, quelques numéros relativement assez consistants à vous mettre sur la dent sous la dent des hommages que nous avons consacrés, celui sur Desnos, notre numéro sur Desnos, notre numéro de la semaine dernière sur Satie. Bien sûr, allez les écouter, les visionner, sans vous, oui, hein, sans vous intimer l'ordre, nullement, si ça vous dit, encore une fois. Alors aujourd'hui, pour dire qu'aujourd'hui, on va s'autoriser peut-être un numéro un peu plus panaché, un peu plus léger autour de diverses lectures. Et là, tout de suite, pour commencer, ma dernière acquisition. Oui, je l'ai acheté hier. J'ai pas eu le temps d'aller bien loin. On y reviendra et aujourd'hui, je me contenterai de vous renvoyer. Mmh, Ce ne sera pas trop m'avancer, une fois de plus, d'estimer que ça doit être de la même trempe, qualitativement parlant, oui, de la même trempe que les interviews de son auteur disponibles sur cette plateforme. Son auteur, monsieur Guy Mettan, oui, et Guy Mettan, notre ami suisse, son livre, il a été distribué pour la France et la Belgique, il a été distribué chez nos amis de chez Delga. Et il s'agit bien entendu du livre Une guerre de 1000 ans. Une guerre de 1000 ans, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. La russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne, désormais disponible aux éditions Delga. On y reviendra. C'est pas la première fois que je vous le dis. Aujourd'hui, on fait assez panaché comme ça. J'espère qu'il y aura tout de même, si vous m'accordez la gentillesse de me suivre, de me suivre, allez savoir jusqu'au bout. C'est pas la première fois que je le dis, il y aura peut-être quelques fils continus, oui, j'espère. J'espère encore. C'est pas la première fois que dans mes rapports avec les livres, en tout cas pour sûr depuis que je suis sorti du cadre essentiellement scolaire, que je n'y suis plus, aussi bien ou en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, je n'ai jamais eu le sentiment dans mon rapport avec les bouquins. Et tout ceci, je le dis, non pas, j'aime bien de temps en temps me risquer à prodiguer ce que j'appellerais auprès de vous quelques conseils et dont vous faites absolument ce que vous voulez. Ici, je dis ça, ce n'est certainement pas pour que vous alliez faire comme moi, à titre rudement, oui, rudement strictement personnel, je n'ai jamais pu me convaincre que si je lisais dans mes rapports avec mes livres, c'était pour devenir quelqu'un de plus savant, de plus instruit, de plus cultivé, de plus studieux, de plus intellectuel. Et pas davantage, je n'ai jamais pu me convaincre davantage non plus que lire pour ce... Je vous l'ai déjà dit, hein, si c'est la première fois pour vous que vous m'entendez dire ça, mais lire pour se détendre,
Pour se distraire, se reposer, oui, il y a maints ouvrages qui peuvent comporter des aspects bien distrayants, divertissants pour l'esprit, il va sans dire, mais en priorité, mon but, ça n'a jamais été ça. Lire, pour se détendre, je ne sais pas ce que c'est, ayant toujours estimé qu'on pouvait trouver, je ne dis pas nécessairement mieux, mais c'est pas ce qui manque, les possibilités. Il y a tout un panel là qui est disponible pour ça si on a envie de se détendre. Alors ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce que c'est dans le fond? Je ne sais trop, quelque chose qui ne doit pas être tout à fait sain, mais sans quoi notre magazine sur cette plateforme n'existerait pas. Hmm. Je n'en ai pas l'impression. Difficile de me convaincre du contraire, pour sûr. Hein, et quelque chose. Allez, je vais me risquer tout de même à dire ça. On parlait de Dominique de Roux, pour revenir encore une fois sur lui dans un de nos numéros précédents, de cet auteur Dominique de Roux. Et les sentiments, il disait, il écrivait, les sentiments où on en meurt, où on n'en a pas. Voilà, les sentiments, c'est ça. Et souvent, je me prends à dire, les bouquins, pareil, hein, où on en meurt, où on n'en a pas. Hein. Je ne dis pas ça pour que vous ayez envie de m'imiter, mais il en va ainsi, à titre strictement personnel, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir, comme le faisait observer notre ami, le professeur, le philosophe Dominique Pagani, on aura l'occasion de revenir à un moment sur lui, dans le courant de ce numéro, lorsqu'il nous disait dans ses exposés, rien ne nous interdit d'être lunaire. Si ça devait avoir un côté, ce que j'ai dit, si pas nécessairement malsain, un côté lunaire, rien ne nous interdit d'être lunaire et dialectique. Et, ce que je viens encore de vous confier, là, ça ne me dispense nullement, ça ne m'interdira pas, jamais de vous faire la lecture de quelques fragments philosophiques et entendez de philosophes qui ne sont pas nécessairement de ceux qui sont le plus à la mode, le plus à donner le ton sur le YouTube, entre guillemets, qui pense. Et oui, comme le fragment que vous allez entendre, je donne l'auteur et les références. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la première fois non plus que je vous en parle de ce livre qui a été un inédit, qui a été récemment édité, mis sur le marché. Non, ça ne m'interdira jamais et j'aimerais bien que cette séquence, on pourrait l'appeler peut-être la lorgnette du philosophe que je ne suis pas, hein, l'œil de la chouette de Minerve, quelque chose de cette espèce, hein, je ne sais trop. Alors j'ai sélectionné en guise de lorgnette du philosophe que je ne suis pas et que je ne serai jamais, mais qui ne me dispense nullement. Oui, je sais que j'ai très envie de vous lire ce genre de fragments. Alors ici, il sera question notamment de Hegel. Oui, Georges Friedrich Hegel. Et l'auteur de l'ouvrage, dont je vous donne les références dans quelques instants, estime que Hegel a fait une erreur analogue à celle des sociodémocrates, bien qu'il évite heureusement la leur en sachant que sans lutte ni travail, le cours nécessaire de l'histoire sur le plan logique, doit factuellement stagner, oui, stagner ou s'altérer. Il considère, Hegel, que le développement de la conscience de soi se fait de manière automatique. Il suffit que l'activité réelle de l'homme ait créé une nouvelle condition pour qu'une prise de conscience ait lieu nécessairement. Mais l'expérience montre que cela est incorrect, selon notre auteur, bien sûr. Les gens sont loin de se rendre compte de ce qu'ils font ou de ce qui se passe en eux.
Et il arrive souvent que, ayant accepté inconsciemment quelques phénomènes nouveaux, il refuse d'accepter un nouveau mot, qui serve à le désigner et qui les conscientiserait par la même. En effet, le développement de la conscience est un processus tout aussi actif, entre parenthèses et avec les guillemets libre, actif, libre, un processus tout aussi actif, libre que le développement de la vie réelle. Si l'on ne fait pas d'efforts, on risque fort de stagner. Nietzsche. Nietzsche a très bien compris cela, comme le montre une page remarquable de son, pardonnez mon mauvais allemand, de son Fröhliche Wissenschaft, où il semble anticiper le fascisme, lequel n'est rien d'autre qu'un coup d'arrêt au développement idéal et cognitif de l'humanité, en utilisant la force brutale. Certes, il parle d'État idolâtre et de socialiste, toutefois, cela s'explique parce qu'il se faisait une idée fausse du socialisme marxiste en ne le connaissant qu'à travers l'inauthenticité de la social-démocratie allemande. Oui, je ne sais pas, dites-moi hein, ce que vous en pensez, ça, je serais ravi, ça m'intéresse du moment que vous restez courtois, du moment que, oui, vous observez une certaine tenue, hein. Vous me répondez ce que vous avez envie de me répondre. Si Nietzsche avait lu, ou mieux lu, ou davantage lu Marx, il se serait fait du socialisme, mettons, une opinion dans l'ensemble assez différente. Alors ce fragment, Alexandre Kojève, et ça se trouve dans son Sophia 1, philosophie et phénoménologie, sorti à la NRF récemment, un inédit d'Alexandre Kojève. J'aimerais bien encore vous lire d'autres fragments, je suis en plein dedans. Pour le moment, je prends des notes et je mets, vous savez, je vous avais expliqué ma façon de faire une fois, mes petites croix entourées, soulignées, et qui, à certains moments, me renvoient au fait que, oui, ça prête à discussion, ou que ça pourrait tout simplement se retrouver dans l'un de nos numéros. Je mets les références de ce bouquin en description, bien sûr, comme pour tous les autres ouvrages dont il est question dans nos numéros, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Alors oui, Georges Friedrich Hegel. Hegel, oui, 2 ans après la mort d'Hegel du choléra à Berlin en 1831, 2 ans après, un auteur encore relativement jeune, un auteur dramatique français, rédigeait sa pièce la plus célèbre. Bon, mais juste avant, hein, puisque j'ai fait allusion à notre ami, je vais vous montrer immédiatement son bouquin. Le Sophia, vous l'aviez déjà vu, hein, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises et vous le reverrez de toute manière. Alors oui, notre ami Dominique, son livre vient de fêter ses 15 ans. Hein, et aux éditions, chez le même éditeur, chez Delga en 2010, en effet, sortait ce livre qu'il avait consacré à Hegel, Féminité et communauté chez Hegel, le rapport de l'esthétique au politique dans le système. Je fais de mon mieux pour que ça apparaisse à l'écran, autrement, allez à votre aise, convoquez des moteurs de recherche et profitez-en pour vous balader un petit peu, c'est une idée, dans le catalogue des différents éditeurs, oui. 15 ans déjà, en 2010, sortait ce Féminité et Communauté qui, au départ, nous ramenait à cet épisode de la vie du philosophe allemand. À un moment, il est passé, si j'ai bonne mémoire, il a transité de Francfort à Iéna, hein, quelques années, pas très longtemps avant la bataille
du même nom et on sait ce que l'épopée napoléonienne au passage inspirera à notre philosophe, mais ça ce sera pour un autre numéro, il y aurait trop à dire, beaucoup trop. Il avait transité de Francfort à Iéna où il travaillerait sur un journal avec son ami, cet autre philosophe allemand, son contemporain Schelling, avec qui il aurait tout un temps les meilleurs rapports, mais sur le plan des idées, ils vont commencer à diverger à partir d'un moment, et on songe à Hegel qui s'était retrouvé confronté philosophiquement à cette binarité qu'on avait voulu dans l'entourage de dans l'entourage de Schelling, chez Schelling et dans son entourage, lui soumettre cette binarité sur le plan du traitement des couleurs. Oui, cette colorimétrie, c'est comme ça qu'on dit, je pense, un rouge qui serait plutôt le champ de l'activité historique et le vert, le chant de la nature. Et puis Dominique faisait observer que notre époque viendrait un moment où, oui, cette passion éperdue pour le vert, en direction du vert, au détriment du rouge, au point que peut-être que ça vous est arrivé, comme moi, à cette époque où on nous faisait sans crainte du ridicule aucun écrire dans nos dissertes, nos articles, je ne sais trop, à un moment que, oui, il était venu un moment au siècle dernier où certaines préoccupations avaient fait se déplacer le pôle de la contestation de la protestation sociale à celle de l'environnement. Ça ne s'inventait pas, mais c'était une formule qui, oui, qu'on pouvait facilement, un lieu commun, qu'on sortait très facilement, hein, ce déplacement de la sphère de la contestation, de la protestation sociale, de la révolution, pour ceux qui employaient encore le terme de la révolution sociale, à la cause environnementale de la nature. Alors toujours plus de verre, et Dominique tendait à déplorer sacrément dans son livre, vous savez, si vous suivez ses exposés, quel est son scepticisme, si pas à l'adresse de l'écologie au sens premier de l'écologie politique, de son déploiement au sein de sa fortune au sein de nos sociétés occidentales depuis, mettons, allez, les années 60-70 du siècle dernier. Et lui s'était mis dans l'idée de nous sortir du rose. À un moment, il s'est mis dans l'idée de nous sortir du rose, mais pas le rose bonbon des sociaux, démocrates, hein, des SOSDEM, du meilleur teint, auquel on faisait allusion dans le fragment entendu juste avant de Kojève, non, un rose d'une toute autre nature précisément. Et c'était tellement bien rédigé dans le texte de présentation de son ouvrage que je préfère vous lire tel quel. En écrivant ce livre sur Hegel, l'auteur s'est efforcé, par pur souci esthétique, d'y restituer une légère touche de rose, celle qui nous embaume, pour s'inspirer encore d'une formule qu'on trouve sous la plume d'Hegel, sous la plume du philosophe allemand, une touche de rose, celle qui nous embaume dans la croix de la souffrance présente. La croix de la souffrance présente, la rose que Hegel, oui, dans sa philosophie de l'histoire, à un moment, cette rose qu'il déposait sur la croix de l'histoire et sur la croix de la souffrance humaine. Bref, hein, pour arriver notamment à cette conclusion plus concrètement politique, si je peux me permettre, en fin d'ouvrage, de cette conception de l'État, de l'appareil d'État, du plus monstrueux type d'appareil d'État qui
qui soit celui qui vise précisément, celui qui vise l'absence d'État, le projet politique du néolibéralisme. Le type d'État le plus monstrueux au service du privé qui ait pu se concevoir et qui est celui pour appareil d'État au service de l'absence d'État. Oui. Alors je vous renvoie au livre de Dominique si vous souhaitez en savoir davantage. Le livre Féminité. Oui, le titre est un. Je reconnais que le titre est un peu long à retenir. Féminité et communauté chez Hegel. Le rapport de l'esthétique au politique dans le système élaboré par le philosophe allemand. J'ai débuté ce numéro en revenant un peu sur Éric Satie. Alors avant la fin de ce funeste Fred, nous allons avoir l'occasion de revenir un peu sur Satie et d'évoquer aussi un compositeur qui fut parmi les derniers à, à pouvoir, oui, à bien le connaître, à avoir pu jouir en somme de son patronage, de son parrainage au sein de ce qui fut nommé l'école d'Arcueil. À un moment donné, oui, les derniers parmi les compositeurs à avoir été parrainé par Alfred Éric Leslie Satie. Et je vous disais il y a un petit instant, je faisais allusion là à cette pièce de théâtre qui fut rédigée 2 ans après la mort d'Hegel en 1833. Il s'agit des Caprices de Marianne. Les Caprices de Marianne, une pièce d'Alfred de Musset. Permettez une petite seconde que, oui, c'est un peu avec cette chaleur, ce climat, cette température. Il fait un peu sec, alors une petite gorgée de café et je reviens. Si vous permettez, ça ira très vite. Voilà, petite gorgée de café, ça fait beaucoup de bien. Les Caprices de Marianne, c'est un opéra aussi, une pièce d'Alfred de Musset, mais aussi un opéra du compositeur bordelais Henri Sauguet en 1954 pour sa transposition à ce chef-d'œuvre d'Alfred de Musset par Henri Sauguet, l'un des derniers disciples. Je ne sais pas si ce terme est vraiment des plus adéquats pour évoquer Éric Satie, son cénacle, ses amis et ceux qu'il a pu inspirer, influencer, je ne sais pas. Mais voilà, on dira ça. Allez, un des derniers disciples de Satie, Henri Sauguet, on lui doit. Si, dans l'hypothèse où jusqu'à présent vous l'ignoriez, eh bien j'en suis ravi si je viens de vous l'apprendre, oui. Le compositeur, originaire de Bordeaux en 1954, transposait les caprices de Marianne. C'est que en fouillant dans ma bibliothèque, je suis retombé sur cette vieille édition dans la collection des classiques écarniers de la pièce de Musset. Je me suis dit, de fil en aiguille, en repensant à Satie, vous avez saisi aussi bien Satie qu'à Sauguet, j'en suis venu à éprouver l'envie de lire la pièce d'Alfred de Musset, ce dramaturge qui s'est assez rapidement rendu, même si cette pièce, il a dû attendre, je pense, 17 ans avant, oui, il a fallu attendre 17 ans avant sa première création en France, ses caprices. Il s'est rendu célèbre pour son style, là aussi, chez lui, d'un ton nouveau, mariant aussi bien la fraîcheur shakespearienne sur le plan de l'action, de l'intrigue, de la narration, à sa finesse dans le traitement des passions, hein, des passions, des sentiments amoureux, sur toute leur extension, fraîcheur shakespearienne, finesse du traitement sur le plan amoureux et aussi ce caractère intime, cet intimisme romantique, on dira. Chez Alfred de Musset, voici 3 ingrédients parmi les plus importants qui ont établi de son vivant déjà sa célébrité. Alfred, alors si ça vous dit, vous irez écouter aussi l'opéra. Je le trouvais encore dans son intégralité. Je pense que c'était une production de l'Opéra national de Bordeaux assez récente. Je ne le retrouve plus sur YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe.
hein, depuis quelques jours, je ne le retrouve plus, mais jusqu'à une époque, en tout cas, il était disponible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être serez-vous plus chanceux que moi. Autrement, on trouve de très beaux extraits, notamment, oui, il y a une séquence par Nathalie Dessay qui est très bien, qu'on peut toujours trouver très rapidement sur cette plateforme. Oui, j'ai commencé également les Caprices après avoir écouté l'opéra. Je me suis dit, je vais lire la pièce. Ne l'ayant encore jamais fait, j'ai été retombé dans ma bibliothèque sur une petite pile. Oui, les anciens, une petite pile comme ça de vieux classiques Garnier que m'avait cédé quelque temps pardon, avant de quitter Bruxelles, dans un endroit que je fréquentais, où j'aimais bien me rendre pour prendre un café de temps en temps, un vieil habitué, comme cadeau d'adieu, m'avait fait don de toute une collection comme ça de vieilles éditions. J'aime bien les vieilles éditions de classiques Garnier. Alfred de Musset, comédie, mais comédie, attention, pas si drôle que ça, hein, si vous connaissez l'intrigue, oui, du temps d'Alfred de Musset, quand on présente les choses de la sorte, ça ne veut pas dire que vous aurez, sans vouloir spoiler, hein, comme on dit, comme il est, oui, de très bon ton sur cette plateforme, et bon, c'est sans jugement de valeur, mais vous serez bien d'accord avec moi, si vous avez l'habitude de suivre des intervenants traitant d'actualité cinéma, notamment, c'est un terme qui revient souvent, spoiler, sans vouloir spoiler pour autant, mais ne vous attendez pas nécessairement, même lorsque c'est indiqué comédie, à un happy end. Je ne vais pas vous lire un texte sur son opéra, sur les caprices de Marianne. Oui, j'aimerais bien, si ça vous dit, de nous suivre encore quelques minutes, un fragment de ses souvenirs à Henri Sauguet. Je faisais allusion à Georges Auric, à cet autre ami, collaborateur, disciple aussi d'une certaine manière, un des plus jeunes. Alors, il avait été un des plus jeunes. Je vous avais raconté les circonstances assez attendrissantes dans lesquelles il avait fait la connaissance d'Éric Satie. Georges Auric, je faisais allusion aux souvenirs publiés par Georges Auric. Eh bien, j'aimerais bien vous lire à présent un fragment des souvenirs qui nous ont été laissés par, permettez, je regarde ici, où j'ai posé mon bouquin, Henri Sauguet, un fragment de ceux de Sauguet pour souvenir. Son livre, il l'avait intitulé La musique, ma vie, le voici. Les mémoires, en somme, on peut dire ça. De même, les mémoires d'Henri Sauguet, j'ai choisi un fragment où il sera question de l'époque de l'occupation. Oui, il va nous parler un peu de sa vie, de son métier, sa carrière, au travers des années de l'occupation. Mais oui, j'allais oublier, de la même manière que je vous ai montré en guise de nouveauté, car je vais encore vous signaler quelques nouveautés livres ou quelques publications récentes. De la même manière que je vous ai montré le Guimettant, je vais vous signaler deux sorties aux éditions Perrin dans le registre historique, et étant donné qu'Henri Sauguet va, dans ce texte, comme il fait allusion à l'occupation, à la période de la Seconde Guerre, il va faire allusion à un moment donné au général, à De Gaulle, et il y a deux livres qui viennent de sortir chez Perrin, l'un en grand, l'autre en petit. Alors pour commencer, celui en petit, c'est un livre d'Éric Branca, oui, le dernier livre de l'auteur de L'Ami américain, de l'historien Éric Branca. C'est le livre d'Éric sur De Gaulle et les grands, oui. De Gaulle avec Staline, avec Roosevelt, avec les présidents américains qui furent ses homologues, ses contemporains, ses homologues. Churchill, d'autres, De Gaulle et les grands. Là, c'est l'édition en poche qui sort dans la collection Tempus des éditions Perrin.
Et chez le même éditeur, mais en grand format, si vous êtes patient ou s'il n'y a aucun type d'urgence particulière chez vous pour ce qui est d'aborder la lecture de l'ouvrage, si vous patientez 1 an, 2 petites années maximum, je pense. Si c'est chez Perrin, pour sûr, vous l'aurez également en tempus, donc vous l'aurez aussi en poche. Si vous êtes patient pour ça et sans urgence ou sans motivation particulière, du général. Oui, là, un texte, un livre du général de Gaulle, de Charles de Gaulle, une réédition de son texte vers l'armée de métier. Voilà, de Gaulle et les grands et vers l'armée de métier. De nouveautés gauliennes, nous dirons, historiques, d'histoire de France et d'histoire des Gaules et de Gaulle. Bon, allez, ne nous perdons pas. Le texte d'Henri, à présent, d'Henri Sauguet, sur 40-44. Si la musique m'a beaucoup aidé dans ces moments-là, comme d'ailleurs elle m'a aidé dans tous les moments de ma vie, heureux ou difficiles, nous n'en étions pas moins diminués et contraints du fait de l'occupation qui d'ailleurs devenait nazie. Quoi que je puisse faire, je ne pouvais ignorer cette présence qui devenait chaque jour plus oppressante. Néanmoins, je tâchais de m'en écarter ou de m'y soustraire, sachant que d'où qu'elles vinssent, les nouvelles que nous recevions de part et d'autre étaient orientées et déformées. J'avais pris la décision de ne plus lire les journaux, de ne plus écouter les radios et de ne pas aller au cinéma, où les actualités offraient le spectacle des horreurs de la guerre et qui continuaient en dehors des frontières de la France. Nous subissions cependant les bombardements des avions anglais. Le port d'une étoile jaune avait été imposé à tous les juifs, qui se trouvaient aussi interdits dans certains restaurants, certains magasins, certaines salles de théâtre ou de concert. La plupart de mes amis juifs, et j'en avais beaucoup, avaient rejoint cette partie de la France qu'on nommait entre guillemets zone libre, pensant y trouver un refuge ou un abri. D'autres avaient rejoint l'Amérique, autant celle du Nord que celle du Sud. Louis Jouvet, qui n'était pas juif, mais avait dû subir des entraves à sa liberté d'homme de théâtre. Louis Jouvet, qui avait donc dû subir, oui, qui avait dû subir, pardonnez-moi, des entraves à sa liberté d'homme de théâtre, Jouvet obtint une autorisation de se rendre en Suisse pour y donner des spectacles, dont celui de Ondine de Giraudoux, pour lequel j'avais écrit la musique de scène en 1939. Il m'invita à accompagner la troupe, et je fus avec tous du voyage à Genève et Lausanne, la Suisse, pays préservé où l'on vivait encore, entre guillemets, comme avant. Après sa tournée en Suisse, Jouvet ne regagna pas Paris, mais partit toujours avec sa troupe en Amérique du Sud, d'où il ne revint qu'après l'occupation. C'est pendant son séjour en Suisse que Madeleine Nozeray le quitta pour le cinéaste Max Ophuls. Ce fut un véritable drame qui affecta profondément Jouvet, qui me chargea de la mission d'aller à Lausanne tenter de la lui ramener. Butée dans le choix qu'elle avait fait, elle ne consentit pas à revenir auprès de Jouvet, auquel elle devait tout cependant, mais elle l'accusait d'avoir confisqué son talent à son profit, alors qu'elle lui devait ce talent, n'étant-elle que la propriétaire de sa beauté lumineuse et fragile. Ce séjour de quelques semaines en Suisse me donna l'occasion de voir ceux de mes amis américains qui, ayant dû quitter Paris, habitaient Genève, et le roi Alphonse XIII, qui s'était lui aussi réfugié à Genève au moment de la révolution qui précéda le règne de Franco. Cet intermède dans les années d'occupation ne fut pas le seul. Je pus aller à Bruxelles, où Paul Collard, musicologue belge, c'est moi qui ajoute fameux, où Paul Collard, ce merveilleux ami, monta les ombres du jardin que
j'avais composé pour l'inauguration de son jardin. Elles furent exécutées en concert et la voyante, qu'il reconstitua d'après le disque enregistré, car son éditeur, Mrs. d'ailleurs, qui possédait l'oiseau lyre. Oui, l'oiseau lyre, ça vous dira peut-être quelque chose, ce label ancien pour les amateurs de disques anciens. Mrs. d'ailleurs, qui possédait l'oiseau lyre étant anglaise, sa maison avait été mise sous séquestre par les Allemands et on ne pouvait disposer du matériel d'orchestre. Bruxelles était tout à fait extraordinaire pendant ce temps. Ne possédant pas de métro qui desservent la ville, pas ou très peu d'autobus et de voitures, tous les Bruxellois allaient à pied et cela créait un mouvement prodigieux. De caractère frondeur, les Belges narguaient les Allemands sous leur nez et le marché noir clandestin en France se traitait à ciel ouvert, avec un air fanfaron qui valut parfois à la Belgique des représailles furieuses. L'armée d'occupation, tout d'abord préoccupée de la politique de collaboration voulue par Hitler d'un côté et le vieux maréchal de l'autre, avec le but sournois de nous séparer de l'Angleterre où s'était constitué le gouvernement entre guillemets séditieux du général de Gaulle, était devenue soupçonneuse et cruelle. L'armée d'occupation, le ravitaillement se faisait plus difficile. La population française en était réduite au ticket et qui octroyait le pain, la viande, le tabac parcimonieusement. Le couvre-feu avait été réglementé. Il fallait être chez soi à partir de 11 heures du soir, ce qui obligeait les spectacles à débuter de bonne heure. Vers 7 heures, oui, les spectacles devaient alors, du temps de l'occupation, à partir d'un moment, ne pouvaient plus débuter plus tard que 19 heures, que 7 heures du soir. Intéressant tout ça, hein. Je suis sûr que vous aurez appris, si pas tout, bien sûr, comme moi, sans m'abuser, je pense qu'il y a l'un ou l'autre élément que vous aurez trouvé tout du moins intéressant, ci ou là. Texte d'Henri Sauguet dans La musique, ma vie. Le moment, ben oui, le moment est pour ainsi dire venu de nous fixer rendez-vous dans un peu moins d'une petite semaine, mais ce ne sera pas sans vous avoir montré une ultime nouveauté. Oui, alors, publication récente, car ça fait déjà presque 2 ans, mais je me suis rappelé, oui, là aussi, je me suis rappelé que je ne vous l'avais jamais présenté et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet auteur, il s'appelle, cet écrivain français contemporain, il s'appelle Clovis Gou. Et ici, il en est avec ce livre qui s'appelle Les poupées, il en est à son troisième roman. Clovis s'intéresse à des phases de l'histoire occidentale, de préférence américaine, devrions-nous dire, de l'histoire occidentale d'après 1945, dans cette mouvance qu'on a pu désigner dans un sens très large. Et on peut, comme Michel Clouscar dans ses ouvrages l'a fait, remettre ça en lien avec le plan Marshall, oui, dans cette perspective de cette très vaste mouvance qu'on a pu appeler, d'après 1945, et dans ses diverses ramifications, cette mouvance qu'on dira ici, le concernant aussi, notre ami, et il aime bien se pencher sur des moments clés par rapport à ça, du libéral libertarisme, voilà, ou libéral libertaire, si vous préférez. Dans son premier livre, édité aux Actes Sud, une très belle biographie de la magnifique Karen Carpenter, la disparition de Carpenter, la chanteuse du groupe qu'elle avait formé avec son frère. Les Carpenters, c'était le destin de cette jeune femme, mais aussi d'une famille où un père, à un moment donné, avait fait le choix de voir et d'envisager comme concept sur la scène de production musicale américaine. Il avait vu projeter à un moment donné ces enfants comme concept, hein,
Et il était franchement très très beau ce livre sur Karen. Dans le second, il s'était intéressé à l'époque du président Reagan, au travers d'un portrait là de l'homme qui tenta d'assassiner le président Reagan au début de son premier mandat, si je ne me trompe, et vous n'êtes pas sans ignorer que, oui, il était fou de l'actrice Jodie Foster, d'où le titre du second ouvrage de Clovis. Ça s'appelle Chère Jodie. Les références pour ces trois bouquins, ce sera en dessous de la vidéo. Alors oui, la disparition de Karen Carpenter, chère Jodie, autour de la tentative d'assassinat de Ronald. Et le troisième, alors là, une fois de plus, il a choisi un... Oui, il sait les choisir, ces sujets rudement passionnants, les poupées. Alors je vous montre ou pas ce qui est en... C'est un ruban, oui, qu'on a mis autour de l'ouvrage. Je le montre pas, ou j'essaie de le montrer d'une manière peut-être un petit peu particulière. Oui, bon, je vais essayer. Ça s'appelle Les poupées. Vous pouvez ce livre le voir. Bon, j'essaie d'abord, comme ça on n'en parlera plus. Bon, là, le machin noir sur fond blanc et avec du rouge autour. On va pas se faire plus faux cul qu'on ne l'est. Chacun sait que ça attire le chaland. D'une manière ou d'une autre, ça attire toujours le chaland sur le marché. Alors on va pas se faire plus faux cul qu'il ne le faut, hein, pour le machin en question. Mais je vais peut-être, oui, voilà, comme ça. Voilà, je vais la partie, oui, la partie au-dessous, oui, je me suis arrangé pour dissimuler le dessous du postérieur d'une des jeunes femmes en couverture. Les poupées, les poupées. Bon, allez au moteur de recherche, ça ira comme ça. Je pense que ça suffira. Clovis Gou, les poupées. Vous pouvez le voir, en effet, oui, ça peut se voir comme une histoire de la Nazi exploitation. Pas évident à dire, hein, ici au dos du livre, oui, la Nazi exploitation, hein, comme dérivé du mot exploitation, dans le cinéma, dans le porno, au tournant des années 1970, cette Nazi exploitation. On a parlé également des productions nazi trash. C'est une histoire de ça, et pas seulement, car l'auteur a choisi d'agencer son récit de façon très efficace, très originale, une fois de plus, en nous narrant les parcours parallèles de quatre personnalités. Et ces personnalités, elles ont en commun, on retrouvera Leni Riefenstahl à un moment, oui. Elle sera du lot de la bande Leni Riefenstahl, et des personnalités qui ont eu en commun aussi bien la violence que le mal, la décadence dans leur parcours, dans leur production, et à qui ce sera très difficile de s'extraire du kitsch, comprenez, du kitsch pour tout horizon d'ensemble, de s'extraire du kitsch pour tout horizon esthétique d'ensemble. Hein, donc très très bien, c'est très bien. Si vous cherchez quelque chose, bon, c'est pas notre style, si vous me connaissez, mais c'est pas un déshonneur non plus de s'inscrire dans cette perspective-là. Des lectures pour les vacances, si vous cherchez quelque chose d'estival à lire, mais tout de même qui change, mais tout de même d'assez soutenu, qui a de la tenue, voilà, de la tenue, là encore. Lisez Les Poupées, donc pas tout neuf, presque 2 ans déjà, mais c'est très très bien. Les Poupées de Clovis Gou, et je suis sûr que ce livre intéressera nombre de mes amis qui aiment bien analyser précisément notre civilisation occidentale. Allez, on va dire ça. On pourrait sans doute employer d'autres formules, des formules que certains s'autoriseraient à trouver plus heureuses, mais qui aiment bien analyser ce qui s'est passé depuis les années 60-70 dans le cadre de cette évolution sur fond
de libéral libertaire, hein, et je pense qu'ils y trouveront leur compte. Oui, ils y trouveront leur compte dans le livre, dans ce qu'il fait de l'évocation du nazi, pardonnez-moi, oui, oui, c'est ça, du nazi trash, du porno nazi, hein, et oui, ils y trouveront leur compte, pour ce qui est, de revenir là-dessus sous un angle critique, mais pas nécessairement moralisateur. Oui, pas, nécessairement. Ceci dit, je peux parfaitement comprendre, qu'on s'interroge, qu'on puisse se poser la question, avec, le cas échéant, non sans effroi, comment un contexte, un fond historique aussi, je ne dirais pas horrifique, horrifiant, sinistre, aura pu prêter le flanc à partir d'un moment à, oui, à ce registre cinématographique, à ce type de fantasmatique au cinéma. Oui, on sera en droit de se poser la question, comment on aura pu, eh bien, lisez le bouquin, justement, et vous en saurez davantage sur l'agencement de cette épopée, entre guillemets, une fois encore, de cette épopée, entre guillemets, là. Et avant de se quitter, un texte, dont je donne les références juste avant, de refermer. Ce n'est pas la première fois non plus que un texte autour des gens tristes qui ouvrait un livre sorti en 2018. C'était aux éditions Joël Losfeld. Permettez, il se balade. Vous savez, hein, je vous ai raconté, je parlais de fantasmatique il y a un instant. Eh bien, je suis victime, d'effets fantasmagoriques. Mes bouquins, toujours impeccablement bien rangés, disposés en ordre avant d'enregistrer. Oui, et je suis content de constater que, on a respecté le timing, jamais plus de 50 minutes maximum. Sauf numéros vraiment, spéciaux, on n'excède jamais le temps académique d'une heure de cours, 50 minutes dans l'enseignement de plein exercice, oui. 50 minutes, alors ce sera, pour ainsi dire, tout juste ça. Ce livre, sorti aux éditions Joël Losfeld, c'en était le texte introductif. Le titre et l'auteur, ou si vous préférez l'autrice, après. C'est que non, 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 on n'en vit jamais. On n'en vit jamais les gens tristes. On les remarque. On s'assied loin, ravi de mesurer les kilomètres d'immunité qui nous tiennent à l'abri les uns des autres. Les gens tristes sourient souvent. Possible, oui, possible. Ils portent en eux une musique inutile, et leur silence vous frôle comme un rire qui s'éloigne. Les gens tristes passent, pudiques s'en vont, reviennent. Ils se forcent à sortir, discrets faiseurs d'été. Partout c'est l'hiver. Ils ne s'apitoient pas, ils s'absentent. Ils disparaissent poliment de la vue. Ils vont discrètement se refaire un monde, leur monde, sans infliger à personne les désagréments de leur laideur inside. Ils savent quoi dire sans déranger. C'est tout un art de marquer les mémoires d'une encre effaçable. Mais si on les ouvre, les gens tristes se brisent, épuisés, ce sont des présences chaotiques. Leur pensée passe et repasse, tournoie, revient comme une ogive sur les choses laissées ouvertes, accumulées, annotées, arborescentes. Un vrai foutoir, ces gens-là. La société n'aime pas le chaos. La société n'aime pas le chaos. Merci à vous. Et c'est tiré du livre de Stéphanie Calfon, Les parapluies d'Éric Satie.
Stéphanie Calfon, les parapluies d'Éric Satie, 2018. À très bientôt. Salut.